que le colloque s'est délocalisé. Non, comme ça, voilà. Le colloque s'est délocalisé et nous voilà donc à la débauche. Alors moi, j'avoue que ça me fait toujours rire, je ne suis pas habitué au Poitevin, au langage charentais Poitevin. Et la débauche, c'est comme l'embauche, c'est la fin. C'est pas ce que vous imaginez, les noms charentais Poitevin. Voilà. Quoi ? Voilà. Alors, toujours est-il qu'on s'est délocalisé et je trouve que c'est vraiment intéressant. On va voir ce qu'on en pense après, mais voilà, comme ça. Bon, et Vincent Jarousseau, que je vous présente, est quelqu'un qui fait un travail très original, à mon avis, dans la BD. Il va nous présenter ça. Oui, mais il faut vraiment se coller le... Bon, très original dans la BD, parce qu'il fait ce qu'on peut appeler des romans graphiques, non, des romans photos documentaires. Ce qui est un peu quand même un peu contradictoire, en tout cas dans l'a priori. Et donc, je pense que c'est la première question, je ne sais pas comment tu vas commencer, mais c'est la première question qu'on a envie de te poser, quoi. Pourquoi des romans photos documentaires? Oui, tout le monde m'entend bien. Voilà, donc bonjour à tous, pour celles et ceux que je n'ai pas encore vus. Donc je vais, oui, vous présenter un petit peu quelle est ma démarche et vous raconter un peu une histoire qui a commencé il y a un peu plus de 10 ans. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de savoir d'où on parle, parce que moi, à la base, je ne viens pas du tout du monde ni de la bande dessinée, mais il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle dans le photojournalisme. On aurait pu d'ailleurs en parler aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de similitudes en fait, dans les problématiques professionnelles des photojournalistes, dans un moment où ce métier vivait aussi, et vit toujours, une crise extrêmement profonde avec la crise de la presse, hein, qui est quand même extrêmement massive. Et je me suis posé la question de savoir comment finalement je pourrais travailler, comment je pourrais évoluer dans ce travail. Alors pour dire les choses, moi j'ai une première carrière qui n'a absolument rien à voir. J'ai été un élu à Paris. Ça a son importance pour la suite de mon travail. Pendant 13 ans, un élu municipal, et j'ai eu des engagements politiques. J'ai été collaborateur parlementaire aussi assez longtemps. Et donc je me suis tout de suite interrogé sur comment je pouvais travailler, comment je pouvais concilier à la fois un travail classique de photojournaliste où je faisais des piges pour la presse nationale principalement, et puis même à l'étranger, avec des démarches documentaires au long cours. Et en 2014, je décide de partir sur un projet au long cours, sans filet, sans éditeur, et sans intention finalement au départ de faire un roman graphique. Et je commence un premier projet avec une historienne, donc je m'allie avec une chercheuse, et nous décidons de travailler sur cette année charnière 2014 qui marquait des succès électoraux conséquents pour le Front National à l'époque, puisque pour la première fois Marine Le Pen remportait une élection nationale, en l'occurrence les élections européennes, en arrivant en tête de cette élection et en remportant un certain nombre de municipalités. Ce qui marquait, je dirais, récupérait quelque part les premiers fruits finalement de la stratégie de dédiabolisation qu'elle avait engagée au milieu des années 2000. Et c'était quelques années après sa prise de fonction de présidente en 2011 à la suite du départ de son père. Donc avec Valérie Gounet, en 2014, nous décidons d'aller sur le terrain des électeurs du Front National, dans des villes gérées par le Front National, avec une intention qui était celle de faire un livre de photos documentaires, de photographie documentaire classique, mais on avait une intention au niveau de la forme qui n'était pas arrêtée au départ. Donc on commence à travailler tous les deux sur le terrain, parfois ensemble, parfois séparément. C'est une démarche qui n'est pas financée, hein, on part sans filet, c'est-à-dire que en général, moi je pars 3 ou 4 jours dans ces villes qui sont Hayange en Moselle, Beaucaire dans le Gard et Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Et je fais des allers-retours, parce que j'habite à Paris, dans ces villes comme ça pendant plusieurs mois. Au bout de quelques mois, j'auto-publie, mais pour moi, une sorte de book qu'on commence à présenter à des éditeurs. Et on décroche un premier rendez-vous au bout de 6 mois avec Patrick de Saint-Exupéry, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était à l'époque le rédacteur en chef de la revue 21.
Et il se trouve que dans la revue 21, dans les dernières pages de la revue 21, il y a un roman graphique, une bande dessinée d'actualité et de reportage, d'une dizaine de pages en général, qui raconte un sujet d'actualité, mais d'actualité plutôt froide, puisque c'est le propre de la revue 21, c'est de ne pas traiter de l'actualité chaude. Et il est intéressé par ce que l'on fait, il se pose des questions, mais il revient vers moi quelques semaines plus tard et il me dit « Vincent, est-ce que tu serais d'accord pour faire du roman photo à partir de ton travail photographique et des restitutions de témoignages que tu as recueillis dans une des villes, en l'occurrence à Hayange ». Donc il me pose la question à moi parce qu'en tant que photographe, voir ces images coupées, recadrées, avec des bulles, c'est pas forcément quelque chose de commun et c'est pas forcément quelque chose que tous les photographes accepteraient. Et moi j'accepte de relever le défi parce que d'une part je suis un lecteur de BD d'actualité et de reportage, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je suis un fan de Joe Sacco notamment. C'est une narration qui m'intéresse et dont j'ai la perception et l'intuition dès le départ qu'elle va me permettre de toucher un public beaucoup plus large que le public habituel qui lit des livres de photos documentaires qui sont quand même extrêmement confidentiels dans les tirages. Je me dis qu'il y a un truc à faire, mais au départ, c'est juste pour une publication dans 21. Donc on lance le pari et on commence à travailler de manière assez artisanale, comme vous pouvez le voir. Là, ce sont des photos qui ont été tirées sur des impressions basiques, avec une photocopieuse tout simplement, qui sont découpées, collées au scotch, et on fait comme ça des planches, alors des planches qui ne sont pas le format définitif évidemment, mais pour voir ce que pourrait donner finalement l'assemblage de ces images dans des séquences, puisqu'on part sur pour la revue 21 en l'occurrence, sur une publication d'une douzaine de pages. Et ensuite, donc, on a cette première publication en janvier 2016 dans la revue 21. Alors la revue 21, comme vous le savez peut-être, à l'époque, elle était portée par la maison d'édition Les Arènes. Et en réalité, en fait, cette première publication qui va intéresser beaucoup de monde, en fait, nous, la suite logique, et on l'a en tête évidemment, c'est de se dire pourquoi pas se faire publier aux Arènes, qui est une maison d'édition qui a une particularité, c'est que ce n'est pas une maison d'édition de bande dessinée, c'est une maison d'édition généraliste qui est plutôt axée sur des essais, sur des livres d'histoire et des livres d'actualité, des livres de journalistes, des enquêtes journalistes. Mais il y a un département BD qui vient d'être créé peu de temps avant, qui est dirigé par Laurent Muller, qui venait de chez Glénat. Et donc on décide on accepte la proposition de publier ce travail entier, donc sur les 3 villes dont je vous ai parlé, un an plus tard, donc avec l'Illusion nationale. Donc là, je vous montre une première planche qui est publiée dans la revue 21, mais qu'on retrouve dans ce livre, puisqu'on publie en fait la première partie qui a été publiée dans le 21, on la retrouve dans l'Illusion nationale, et évidemment, c'est beaucoup plus long puisque ça fait 168 pages. Donc ce livre sort en février 2017. Nous sommes en pleine élection présidentielle. Alors je la fais très très vite, c'est un travail d'enquête où dans la méthodologie, donc il n'y a pas de mise en scène. C'est-à-dire que contrairement aux romans photos d'antan, ou même ceux qu'on peut voir encore un petit peu, habituellement, il y a une mise en scène totale. Moi, je fais un travail de photojournaliste, donc c'est du photoreportage où on choisit des séquences par rapport au sujet que l'on construit, parce que c'est toujours une construction, un reportage, qui s'inscrit dans des séquences temporelles avec une chronologie généralement, où on va suivre un certain nombre de personnages qui sont en l'occurrence principalement des électeurs du Rassemblement national et tout ce qui gravite autour. Et puis il y a une dimension aussi géographique puisqu'on s'intéresse aux espaces urbains dans lesquels nous sommes, en l'occurrence ces villes. Et dans les bulles, ce que vous avez, ce sont des retranscriptions d'enregistrements. Des retranscriptions d'enregistrements qui sont des très courts extraits, puisqu'il y a beaucoup plus d'heures d'enregistrement en réalité. Et là aussi, on adopte une méthodologie que j'emprunte en fait à Valérie. Valérie Higounet, en tant qu'historienne, elle a beaucoup travaillé sur le négationnisme et elle avait notamment écrit une biographie de Robert Forisson. Je ne sais pas si vous voyez qui c'était, c'est lui qui, quelque part, a importé le négationnisme en France.
Elle avait toujours, pour que ses travaux soient inattaquables, travaillé sur la base d'enregistrement qui était relue par les protagonistes pour que tout soit validé. Donc il y a un système de relecture où parfois c'est nous qui relisons, parce que je fais écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la BD, sur Territoire zéro chômeur. Il y a aussi des personnes qui ne lisent plus depuis très longtemps et qui sont parfois en situation d'illettrisme. Donc il y a vraiment l'idée d'accompagner ces lecteurs. Juste une question, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a du bruit ambiant et n'hésitez pas à vous rapprocher si vous ne m'entendez pas très bien. Voilà, donc c'était pour raconter le dispositif. Et donc il y a ces bulles, et puis dans les parties jaunes, ce sont les hors-textes, comme dans n'importe quelle BD, qui permettent de contextualiser en fait les scènes dans lesquelles on se retrouve. Voilà, donc j'avais passé une étape, mais la publication de 21, on va la retrouver aussi dans ce prestigieux magazine américain qui s'appelle Harper's Magazine. Voilà, là on se dit qu'il y a quelque chose qui se joue et que ça attire, c'est intéressant. Et évidemment, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, si nous avions fait un docu-photo tout à fait classique, est-ce qu'on aurait eu une publication dans la revue Harper's? Jamais de la vie, c'est évident. Voilà, donc ça c'est une première restitution à Hayange de la revue 21. Et donc je dis, voilà, l'aventure continue, c'est de ce dont je viens de vous parler. Donc travail de séquençage évidemment, des chapitres, de retranscription. Il y a un gros travail d'editing, puisque faire du roman photo documentaire, ce que je disais, c'est du photoreportage, mais ça suppose une surproduction d'images, en fait, qui est rendue possible aussi par le numérique. C'est-à-dire qu'il y a un précédent, moi je trouve, à mon travail, c'est le travail de Jean Telet avec Jean de France. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Alors, même s'il y a une différence, et il se trouve que moi, le Jean de France, j'ai découvert a posteriori, parce qu'on en a parlé, et voilà, j'ai complètement collé et adhéré au projet. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'objet éditorial non identifié. Voilà, donc sortie de l'illusion nationale. Donc là, je vous montre quelques planches du livre. Donc là, on est avec Virginie à Beaucaire, qui est une électrice du Front National. Je vous racontais aussi des paysages urbains, ce que l'on va retrouver un peu dans une BD. Alors, on fait le choix du noir et blanc sur ce livre, ce qui ne sera pas le cas par la suite, vous verrez. C'est un choix qui, je ne vais pas me cacher, un peu de facilité quand même, parce qu'il y a une unité qui est quand même plus facile, et je trouvais que le sujet aussi s'y prêtait. On est à Hayange, on est à Hénin-Beaumont, dans le Pays Noir, on est à Beaucaire, c'est un peu plus ensoleillé. On est quand même face à un vote d'extrême droite, et je trouvais que le noir et blanc renvoyait quelque chose qui permettait aussi de se recentrer sur les visages, sur les personnages. Donc vous pouvez voir aussi, et ça ce sera peut-être moins le cas sur... excusez-moi, je vais me servir de la petite lumière. Bon, je ne sais pas quand ça marche, voilà. Vous voyez, il y a aussi des détourés, il y a un gros travail graphique avec un directeur artistique. Ça, on ne l'a pas refait sur les autres livres, mais on s'est autorisé pas mal de choses. Bon, voilà, c'est pas inintéressant à voir. Parce que ce qui différencie quand même le roman photo d'une BD, c'est quand même l'arrière-plan. L'arrière-plan, qui est où en BD, vous avez des arrière-plans souvent extrêmement unis. Là, évidemment, c'est assez bordélique une photo. Donc, quand je dis bordélique, c'est qu'il y a plein de choses. Le noir et blanc, ça va, c'est à uniformiser. Quand on passe à la couleur, c'est une autre histoire et c'est un travail extrêmement ardu pour le photographe. Voilà, d'autres séquences où on a des scènes de vie, évidemment. Là, c'est en l'occurrence la grande braderie à Hénin-Beaumont. Alors, voilà, je vous parlais de la sortie de ce livre. Ce qui est important, c'est quand même l'écho qu'un livre peut avoir. Et c'est vrai que moi, c'est mon premier livre, en l'occurrence. Et je suis dans une maison d'édition qui sait bien diffuser ses livres auprès de la presse, c'est vrai, mais quand même, il y a quand même beaucoup de médias. À la fois le sujet, évidemment, à une veille présidentielle intéresse, mais aussi la forme. Et voilà, on va faire des radios, des matinales, des télévisions, ce qui permet comme une large diffusion du livre et une petite tournée assez conséquente, notamment dans les villes où nous sommes allés, où nous avons présenté ce livre aux protagonistes. Ça, je le fais à chaque fois, où on se retrouve à la veille d'un premier tour d'élection présidentielle, avec des élus FN, mais des élus d'opposition aussi, et les protagonistes.
Donc bilan 8000 exemplaires vendus, bon, ce qui est quand même assez correct. Donc avant même que ce livre sorte, L'Illusion nationale, moi je prends le virus et j'ai une obsession, c'est absolument continuer ce projet d'écrire des romans photodocumentaires et de partir sur des projets. Et il se trouve qu'à Hénin-Beaumont, on m'avait parlé d'une ville située non loin d'Hénin-Beaumont dans le bassin minier, dont on m'avait dit qu'elle pourrait m'intéresser, qui est la ville de Denain, qui est située juste à côté de Valenciennes. Denain, c'est l'une des villes les plus pauvres de France. C'est une ville où on a un taux de pauvreté de 45%. Pour le coup, quand on parlait tout à l'heure de territoire zéro chômeur, moi ça résonnait extrêmement fort par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer dans cette ville. Et moi, je me pointe à Denain dans l'idée au départ de dire, en tant que photojournaliste, je vais me poser dans cette ville et je vais proposer à la presse écrite des sujets pour l'élection présidentielle en racontant cette élection présidentielle vue d'une ville comme Denain, qui est une ville en déprise, qui est un symbole de la désindustrialisation et d'une société française qui se porte mal, voilà, pour faire vite, et pour résumer très très vite, qui est un territoire d'ascension aussi pour le Rassemblement national, même s'il n'y a pas de maire Front National. C'est là que Sébastien Chenu s'implante, par exemple. Donc voilà, je vais aller dans cette ville, y passer beaucoup de temps, rencontrer beaucoup de gens, et puis il y a la candidature d'Emmanuel Macron qui émerge dans cette période en même temps, et qui m'incite quelque part à creuser quelque chose qui va aller au-delà de l'élection présidentielle, parce que je me dis que si Emmanuel Macron est élu, quelque part, Denain, c'est une forme d'antithèse, de pendant de ce que Macron peut représenter, c'est-à-dire la mondialisation, le nouveau monde, la Startup Nation. Eh bien, Denain, c'est l'exact inverse, en fait. C'est vraiment une ville qui a été victime, d'une certaine manière, de la mondialisation, de la libéralisation, et je trouve qu'il faut raconter ça vu des habitants de Denain. Et là, je vais m'associer en fait avec un laboratoire de recherche en sciences sociales qui s'appelle le Forum Vie Mobile, qui est un think tank, pour être tout à fait clair, qui est rattaché à la SNCF et qui questionne la place des mobilités dans nos vies. Alors pourquoi les mobilités? Parce que la thématique de la mobilité, c'était quelque chose de très présent dans la campagne d'Emmanuel Macron, jusque dans le nom de son mouvement En Marche. L'idée qu'il faut bouger pour s'en sortir, l'idée qu'il faut traverser la rue pour trouver un travail. Et quelque part, j'ai le pressentiment, l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se jouer finalement entre cette France de Denain, qui n'est pas la France de Macron, et Emmanuel Macron. Je ne sais pas quoi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et donc, avec ces chercheurs du Forum Vie Mobile, j'ai un accompagnement de ces chercheurs qui m'accompagnent dans cette démarche. C'est-à-dire que voilà, je vais travailler avec des géographes, des sociologues. Excusez-moi, je vais en arrière, je fais n'importe quoi. Et donc, on va travailler sur une démarche où je vais suivre 8 familles, un panel de 8 familles, qui correspond plus ou moins, on va dire, aux caractéristiques sociales, sociologiques de la ville de Denain, notamment en termes de mobilité. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont dans l'hypermobilité, notamment des hommes, des travailleurs du bâtiment, qui partent souvent à la semaine sur des chantiers, ou des routiers, des travailleurs de la route, des gens qui vivent des contraintes de mobilité, et d'autres qui sont dans l'immobilité, notamment des personnes sous les minima sociaux. Et l'intérêt de cette démarche, c'est qu'au travers des mobilités, on approche un sujet que moi je voulais vraiment aborder quand j'ai commencé à faire l'Illusion nationale, mais que je n'avais abordé qu'en surface, qui pour moi constituait les causes profondes du vote du Rassemblement national. C'était cette question du travail, de la hiérarchisation au travail, de la hiérarchie du travail en France, liée totalement à la hiérarchie des diplômes. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui, avec la fin de la société productive industrielle, a vécu des bouleversements dans l'organisation du travail, avec des systèmes d'ascension sociale qui sont complètement bloqués. Et c'est là qu'on retrouve en fait le vote d'extrême droite aujourd'hui. Mais je voulais l'aborder de manière différente et vraiment sous l'angle du travail. Et parler des mobilités, c'est parler du travail. Parce que d'une certaine manière, on se déplace pour aller au travail, on peut changer de ville dans les mobilités résidentielles pour accéder à un travail ou rejoindre quelqu'un. Et puis au-delà de ça,
en creux, il y a aussi l'idée de parler des mobilités ou des immobilités sociales aussi. Donc c'était toutes ces questions que je voulais interroger. Donc tout ça, ça m'emmène à l'hiver 2018-2019, pour être très précis. C'est une aventure qui m'emmène jusque sur les ronds-points, en novembre-décembre 2018, souvenez-vous, avec la naissance du mouvement des Gilets jaunes, puisque plusieurs des protagonistes que je vais suivre s'engagent dans ce mouvement. D'où le titre du livre « Les racines de la colère ». 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche. Puisqu'en fait, en questionnant ces mobilités, on questionne derrière des questions aussi de comment on est considéré globalement, etc. etc. Excusez-moi, sinon ce serait trop long, je ne peux pas parler en détail de tous les livres, mais je voulais résumer les choses rapidement. Avec mon éditeur qui restait fidèle à mon travail, et puis je voulais dire aussi que j'étais soutenu par ce laboratoire de recherche, y compris financièrement, pour faire ce projet, on se pose la question du dispositif narratif. Et pour moi, il y avait une histoire essentielle à raconter, c'était l'histoire de l'effondrement de l'industrie à Denain, 40 ans auparavant, avec l'effondrement d'Usinor. Usinor, ça a été, la chute d'Usinor, ça a été la plus grosse catastrophe économique et sociale que la France ait vécue après-guerre, avec Longwy, en même moment, avec 10 000 suppressions d'emplois, mais ce n'était pas que des suppressions d'emplois. C'était aussi l'effondrement du paternalisme social, d'une organisation de vie. Et comprendre les réalités actuelles ne pouvait se faire que dans le contexte, évidemment, de ce qui s'était produit 40 ans auparavant. Et évidemment, moi, je n'étais pas là 40 ans auparavant. Je pouvais le faire raconter par des anciens. Donc on aurait pu faire du roman photo avec 15 fois la même tête et des bulles avec quelqu'un qui parle, mais je trouvais ça plat, en fait. Et la BD, en fait, c'est le moyen, donc avec les dessins d'Eddie Vaccaro, qui est décédé l'année dernière, d'ailleurs. Avec la BD, voilà, moi j'ai storyboardé une BD, scénarisée, et on raconte tout ça rapidement, et on bascule sur les temps présents, on le voit dans le livre, avec ces 2 anciens qui sont les narrateurs qu'on retrouve sur la friche industrielle 40 ans plus tard. Voilà, donc c'est une volonté vraiment documentaire dans ce livre, des articulations très fortes entre les dimensions familiales et professionnelles. On est vraiment, donc il y a vraiment un travail d'immersion dans la durée. Voilà, c'est un peu comme ce qui a été dit tout à l'heure, il s'agit vraiment d'être à hauteur d'homme, d'être extrêmement modeste dans ses démarches, de se faire accepter. C'est aussi un travail vraiment long parce qu'il faut justement se faire accepter. Et pour le coup, moi, il y a quelque chose d'essentiel quand je suis des gens, c'est d'être chez eux, d'aller chez eux, parce que c'est vraiment dans l'intimité des foyers que les gens se dévoilent, selon moi. Alors, Les racines de la colère, c'est vrai que c'est un livre qui a aussi connu une belle retombée médiatique, où il y a eu beaucoup de rencontres en librairie notamment. Il a vraiment fallu la crise sanitaire, le Covid, pour arrêter les rencontres, c'est-à-dire quasiment 1 an. C'est aussi un livre qui a été primé avec le prix France Info de la BD d'actualité et de reportage, ce qui était un vrai pari à l'époque, parce que la même année, il y avait les algues vertes. Voilà, c'est juste pour dire. Voilà, bon. Donc c'est vrai que c'était quand même intéressant. C'est un livre qui a été aussi exposé aux Archives nationales, à l'Université du Havre, petite publicité à la Maison de la Photo de Lille. Et si vous êtes du côté de Bordeaux, à partir de la mi-avril, vous retrouverez cette exposition précisément à l'Atrium, donc, qui fait partie de l'Université de Bordeaux. Donc il y a une double exposition autour de mon travail qui est organisée autour du roman photo à partir de la mi-avril. Voilà. Et donc, oui, il a été traduit aussi en allemand, et c'est un livre qui s'est écoulé à 15 000 exemplaires. Voilà. Voilà. Quelques images des conférences. Et le public des conférences, c'était quoi? Des gilets jaunes? Dans les rencontres, il y a des rencontres en librairie, mais en effet, il y a eu beaucoup d'universités populaires, de cadres de rencontres qui n'étaient pas des cadres habituels. Et en fait, c'est à partir des racines de la colère, et ça va vraiment se décliner aussi avec les femmes du lien, qu'on commence à faire des rencontres extrêmement populaires, parce que c'est quelque chose auquel je tiens. Et puis aussi, dans des cadres un peu militants, je ne vais pas me cacher. Et puis aussi dans des médiathèques, dans les lycées, beaucoup de lycées. Voilà.
Et aussi, Les Racines de la colère, c'est un livre que je vais... Alors, on va l'adapter. Hein, je vais co-réaliser un documentaire pour France TV, un infrarouge, hein, je ne sais pas si vous voyez le format, qui n'est pas une véritable adaptation, hein, mais qui est plutôt une suite, puisque ce n'est pas la même temporalité. Et le titre du film est un peu différent, c'est Nous les deux enfants de Denain. Et si ça vous intéresse, il sera diffusé le 17 avril au cinéma Utopia à Bordeaux, à 20h. Et je serai là pour en parler. Alors, avant même la sortie des Racines de la colère, enfin non, un peu après la sortie, mais à la fin de l'écriture de ce livre, en étant présent sur les ronds-points, il y a un sujet qui m'a sauté aux yeux, c'est que il y avait beaucoup de femmes qui étaient présentes sur les ronds-points. Et parmi ces femmes, je retrouvais des femmes que je voyais dans les familles à Denain, à Hénin-Beaumont, à Hayange, à Beaucaire. Et très souvent, ces femmes, on les retrouvait dans les métiers du care. Donc c'était des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des assistantes maternelles, parfois des travailleuses sociales. Et c'est à ce moment-là qu'a germé dans mon esprit l'idée de faire un projet autour des métiers du lien. Alors, j'ai eu aussi des échanges, je ne vais pas me cacher, avec François Ruffin, qui lui lançait sa mission parlementaire à ce moment-là. À l'automne 2019, je me lance sur un nouveau projet, donc autour des femmes du lien. Voici la couverture du livre. Projet que je démarre dans 2 régions, à la fois dans l'Avesnois, donc c'est une région rurale et post-industrielle, Fourmies, Maubeuge, où là aussi le Rassemblement national est très fort, parce qu'il y a quand même une corrélation extrêmement puissante entre les typologies sociales que l'on va retrouver dans ces métiers, notamment chez les femmes blanches, nées dans ces territoires, les filles du coin, pour paraphraser la sociologue Yael Amselem Magui, hein, qui a écrit Les filles du coin, et des femmes de Seine-Saint-Denis, qui, elles, sont des femmes racisées. Si on prend la profession des aides à domicile en Ile-de-France, 60% sont nées à l'étranger, principalement en Afrique subsaharienne et dans le Maghreb. Donc il y a vraiment cette dualité entre ces 2 territoires, où je vais suivre 8 femmes, comme dans le film. Alors, je vais en parler plus en détail après. Hein. J'ai mis quelques photos de la fabrique. Donc ça, c'est des photos de mon bureau. Où, évidemment, quand on commence comment je travaille avec un graphiste, un directeur artistique, je fais mes editings de photos par séquence, sachant que les photos, je les produis dans la logique de les intégrer dans une séquence. Même si au début, on fait aussi de l'image pour que les protagonistes finissent par nous oublier, par ne plus faire attention, par oublier au moins, du moins l'objectif et l'appareil photo. Et puis, tous les post-it en couleur que vous voyez là, ça correspond aussi à des codes de couleur de séquence que je retrouve dans mes retranscriptions, parce que je surligne aussi tout ça au stabilo. Il y a un gros travail en fait d'analyse et de recherche par rapport au contenu. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer au diaporama des femmes du lien, puisqu'on est venu là-dessus. Tu peux peut-être faire une petite incise, je ne sais pas si tu veux. Quoi? Non. Je suis trop long, ça va? Non, c'est bien. Oui, c'est ça, parce que partir dans un très long monologue, c'est toujours compliqué. Mais si vous avez déjà des premières questions à me poser, on peut. Hein. Moi, j'ai une question sur le premier livre que vous avez présenté là. Ouais. Comment vous avez géré en fait la question du droit à l'image? Est-ce que toutes les personnes ont signé une décharge? Comment ça s'est passé en fait? Alors, c'est le cas pour tous les livres, hein. Même si dans l'illusion nationale, il y a une dimension politique évidente et qu'il y a beaucoup plus de protagonistes, et selon moi, il y en a trop dans ce livre. Moi, j'aime bien être assez recentré et tout. Mais pour écrire l'illusion nationale, en effet, au départ, mais pour tous les livres, il y a un gros travail de pédagogie avec les gens que je suis. C'est-à-dire qu'au départ, les gens me voient dans la rue avec un appareil photo, où je les vois, je vais les aborder dans un café, on engage une discussion, je dis pourquoi je suis là, je ne dis pas nécessairement que je voudrais les suivre tout de suite, on apprend un peu à se connaître, ça vaut pour tous les bouquins.
Et puis, si je sens qu'il y a quelque chose qui peut moins m'intéresser, si je sens aussi une adhésion un petit peu aussi à ce que je fais, une curiosité du moins, va s'en suivre un peu un travail d'explication et une sorte de contrat moral, et oral d'ailleurs, dans un premier temps, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où ce qui rassure tout de suite, c'est de dire que oui, mais si vous apparaissez dans le livre avec vos paroles, ces paroles, vous allez pouvoir les valider avant qu'elles soient publiées. Il y aura vraiment un accord de principe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes, pendant 2 ans, je vais les voir toutes pendant une fois par mois, très régulièrement. Donc on crée autre chose, en fait, si vous voulez. Donc oui, à la fin, il y a un document qui est signé, parce que c'est une obligation vis-à-vis de mon éditeur, et ça, j'ai pas le choix. C'est pas la phase que je préfère, c'est pas agréable. Ce que disait tout à l'heure, mais on est obligé de le faire. Même si le droit à l'image, en fait, ça n'existe pas. En journaliste, on parle de droit à l'information. Donc le droit à l'information autorise à prendre les gens en photo dès lors qu'ils sont majeurs et que on est voilà. Mais après, je suis pas là pour faire mon travail contre les gens. Je le fais avec eux. Oui. Alors moi, c'est plutôt une question technique. Je me demandais par rapport à la construction de la narration. Du coup, je ne suis pas forcément au clair. Est-ce que vous prenez les photos une fois que vous avez imaginé les séquences, ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que vous avez pris des photos et vous gardez l'ordre des séquences, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des images qui vous parlent et que vous retravaillez des séquences autour de ça? Alors, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai fait l'Illusion nationale, pour le premier livre, enfin, j'ai avancé à tâtons. Ça n'existait pas en fait ce qu'on a fait. Et au départ, on ne savait pas qu'on voulait faire un roman photo. Donc la première fois que j'arrive à Hayange en septembre 2014, c'est la fête du cochon. Il y a plein d'autres photojournalistes qui sont là. Moi, je suis photojournaliste. Je diffuse aussi mes images. Je fais de l'image dans l'idée aussi de vendre mes images. Il y a cette dimension-là. Et dans l'idée de garder une trace de ce passage. Donc je sais que j'ai une séquence pour la fête du cochon parce qu'il y a un événement, si vous voulez. Mais là, on va plutôt parler de l'intime. Vous avez raison. Avec les gens que je suis, en effet, la première fois que je les vois, je ne suis pas là tout de suite à les bombarder, à les mitrailler avec un appareil photo parce que ça ne marche pas comme ça. On va passer du temps, on va discuter, on va échanger. Généralement, souvent, je commence par dire « Ah bah tiens, est-ce que tu veux que je fasse un portrait de toi ?» J'ai commencé, et moi, le portrait me permet de voir déjà comment la personne réagit par rapport à l'objectif. Comment aussi j'arrive à lire quelque chose, parce que en fait une photographie c'est un mode d'écriture comme un autre, parmi d'autres, comme le dessin, comme le film, comme l'écriture, voilà. Et c'est vrai qu'un visage a une photogénie en fait quand vous faites une photographie. Donc on voit aussi, on teste ces choses-là et on voit aussi comment la personne réagit. Il y a celles qui vont tout de suite sourire. 9 fois sur 10, les gens sourient parce qu'ils ont l'habitude en famille de sourire. Moi, je leur explique que je ne fais pas des photos de famille. Mais je ne dis pas brutalement comme ça, évidemment. Et puis, je commence à expliquer ce que je veux faire. Et puis ensuite aussi, et je commence souvent par ça avec les gens que je vais suivre, je commence toujours par un premier entretien que j'enregistre, où je prends très peu de notes en fait, parce que c'est juste la mémoire et ça, moi, ça me permet d'être focus sur ce que les gens disent, qui est l'entretien parcours de vie. Vous êtes sociologue, donc le parcours de vie, c'est la base, voilà, pour connaître d'où vient la personne, ce qu'elle a fait en gros dans la vie, combien elle a d'enfants, des choses basiques au départ, hein. Mais en réalité, les vrais entretiens parcours de vie, souvent je les fais au bout de 6 mois. Quand il y a vraiment quelque chose qui s'est... Hein, bon, ça, c'est mon expérience. C'est-à-dire que j'ai considéré qu'au bout de 6 mois, mais il n'y a pas de règle absolue, hein, quand il y a une confiance, parce qu'on se rend compte que... Je me rendais compte souvent que les gens, au début, ils vous disent des choses, et puis vous déroulez le fil, et puis parfois, au bout d'un an, ils vous balancent quelque chose de super important qu'ils ne vous ont jamais dit sur leur vie, et que vous découvrez, quoi. Et donc ça, je me dis, s'ils ne me l'ont pas dit il y a 1 an, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. Et ces parcours de vie, ça me permet aussi de comprendre une architecture du quotidien. Une architecture du quotidien, c'est aller chercher les gamins à l'école à telle heure, c'est travailler de nuit, c'est le travail, c'est les loisirs, c'est les amis, c'est les vacances au camping, c'est toutes ces choses-là qui, moi, vont commencer à me permettre de constituer
un récit de vie. Alors là, je parle plus des 2 derniers livres, Les Racines de la colère et Les Femmes du lien. Hein, puisque en fait, dans l'illusion nationale, on n'a pas véritablement des séquences où on retrouve les personnages plusieurs fois. Généralement, on a une double, une quadruple, avec un personnage qui est dans un propos sur son vote RN. Vous voyez ? On va le voir avec Les Femmes du lien, c'est structuré très différemment. Ouais. Je vais répondre à votre question. Et puis ensuite, ouais. Je vais essayer d'aller vite. En fait, ce que vous dites, moi, ça me fait penser au travail ethnographique qu'on peut mener parfois dans certains cas. Et notamment, moi, je pensais, j'ai eu l'occasion de mener des recherches en cité de banlieue sur les usages du cannabis, un truc où on ne peut pas se présenter en disant bonjour. Et je me dis, il y a quelque chose d'assez comparable dans ce que vous dites. Et moi, ce que je me souviens de ce terrain aussi, c'est qu'en fait, il suffit qu'il se passe quelque chose sur le terrain pour que tout de suite la configuration des relations change. Et je voulais simplement savoir si vous aviez rencontré ce genre de choses où il faut reconstruire les relations parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Oui, il se passe plein de choses. Parfois, il y a même des ruptures avec les personnages que l'on suit parce que la vie est compliquée, parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il y a de la drogue, parce qu'il y a parfois des gens qui disparaissent dans la nature et que vous ne savez pas pourquoi. Il y a aussi des gens que je rencontre dans certaines circonstances. On ne l'a pas vu ici, mais j'ai rencontré Sabrina, par exemple, le 11 janvier 2015, au moment de l'hommage à Charlie, non pas à République, mais à Beaucaire, sur la place de la mairie où Marine Le Pen était venue. Comme dans un véritable meeting du Front National où l'ambiance était exactement la même et où Sabrina, elle était avec son téléphone devant la porte de la mairie à attendre Marine Le Pen pour pouvoir faire un selfie avec elle. Et je la capte à ce moment-là et je me dis, voilà, elle dégage quelque chose. Donc pour le coup, là, Sabrina, je l'ai photographiée tout de suite. Hein. Mais elle dégageait quelque chose. Donc c'est vraiment à géométrie variable et c'est vrai que les événements peuvent parfois précipiter des situations, mais d'un sujet à l'autre, en fait, c'est extrêmement variable. Voilà, c'est-à-dire que dans Les Racines de la colère, comme dans l'illusion nationale, il y a un casting un peu sauvage casting, excusez-moi du terme, mais qui se fait dans les bistrots, dans la rue, par interconnaissance. Et puis on rencontre quelqu'un qui me dit ah mais je connais un tel, ça pourrait t'aider. Les choses se font par construction progressive comme ça. Pour le dernier livre, Les Femmes du lien, on va y arriver. C'est un peu différent. Alors, juste avant de commencer Les Femmes du lien. Ah, il n'y a pas de souci. Ça va être court, merci. C'est juste que j'ai pas bien compris le lien qu'il y avait entre le film de Ruffin parce que il y en a pas. En fait, si vous voulez, c'est très simple l'histoire. Les Racines de la colère sort en mars 2019. Le livre Les Racines de la colère sort en mars 2019. Moi, à l'époque, je veux faire un travail sur les travailleuses du lien. Parce que j'ai fait ce constat, je vous dis, en décembre 2018. Bon. Et il se trouve que François Ruffin, que je ne connaissais pas, si ce n'est médiatiquement, chronique dans Fakir, Les Racines de la colère, me fait appeler par son secrétariat et m'invite à déjeuner. Parce qu'il a adoré le bouquin. Bon. J'accepte sa proposition. Puis on a un échange, puis moi je lui parle de ce sujet. Et il me dit, bah oui, mais moi aussi, j'ai un projet de lancer une mission parlementaire. Parce qu'avant d'être un film, Debout les femmes, c'est une mission parlementaire. Et le film documente la mission parlementaire. Je dis, bah moi je veux faire un film. Et c'est comme ça que voilà. Donc on va se croiser en fait. Alors très rapidement, avant de partir, non, juste avant la diapo d'avant, juste, il y a un intrus là dans les livres, qui est ici en bas à droite. Ça, c'est de l'auto-promo. Il est là, si vous le voulez. Il vient de sortir. C'est un essai. Donc, c'est pas du tout un roman photo. Mais ce livre est le contre-champ de tout ce dont je viens de vous parler depuis tout à l'heure et qui raconte 10 ans à la rencontre des électeurs du Rassemblement national. C'est-à-dire que c'est un carnet de bord où j'ai repris un certain nombre de notes, où j'ai eu besoin de verbaliser un certain nombre de choses que je ne pouvais pas non plus complètement raconter dans les romans photos, que l'on a jugé utile avec mon éditeur de raconter, notamment au lendemain de la dissolution. Donc dans Les âmes et les urnes, c'est ça. Et c'est ponctué aussi de jalons historiques. On parlait des attentats de Charlie, ça en fait partie, mais de jalons historiques qui vont rentrer évidemment en résonance avec ce vote. Donc si vous voulez, ce livre est à votre disposition. Donc on peut passer
à la suite, je peux le faire tout. Ah oui, ça marche, super. Donc les femmes du lien. Donc les femmes du lien, je dirais que des 3 livres, c'est pour moi le plus abouti au niveau de la méthode, de la forme également. Et donc c'est un projet que je vais mener, comme je vous l'ai dit, dans ces 2 départements que sont l'Avesnois, enfin le Nord, et la Seine-Saint-Denis, en suivant ces 8 travailleuses du lien. Donc là, le casting est très différent de tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, puisqu'il s'agissait pour moi de suivre des professionnels. Et pour suivre des professionnels, ça supposait aussi de ne pas les mettre en difficulté par rapport à leurs employeurs. Donc il a fallu passer par la case employeur, où on trouve quand même aussi un gros réseau associatif. Donc ça, c'était quand même plus facile. Donc des services d'aide à domicile, mais ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup d'aides à domicile notamment, et de faire là pour le coup une vraie sélection en ayant des entretiens individuels et une présentation cash en fait du projet. Donc ce projet, je commence à l'automne véritablement dans le travail de terrain, avec un travail de repérage, où on cible à la fois des employeurs, des villes, des villages, et donc des professionnels. Et c'est un projet qui, comme à chaque fois, se fait très progressivement, c'est très long de sélectionner 8 personnes, et très vite, on arrive en mars 2020. Mars 2020, vous devez un peu vous en souvenir, c'est l'époque où on met la France et le monde sous cloche, puisque c'est le début de la crise sanitaire. Sauf que pendant la crise sanitaire, on parlait de la condition sociale des auteurs de BD, les auteurs de BD peuvent travailler de chez eux. Mais en l'occurrence, ce que l'on ne sait pas trop, c'est qu'en France, pendant cette période de crise sanitaire, on a 11 millions de salariés qui ont continué à travailler pendant le confinement, en dehors de chez eux. C'est ce qu'on appelle les travailleurs de première et seconde ligne, dont les femmes du lien, qui sont 3 millions quand même en France. Donc ça représente environ une active sur 4 en France. C'est absolument considérable. Alors pourquoi les femmes? Parce que là, on parle de métiers qui sont à 90% féminins. Là aussi, pour reprendre un terme qui a été employé par un sociologue tout à l'heure, on parle de naturalisation des tâches. Donc on va en parler un petit peu. Donc il y a des dispositifs identiques à ceux que je vous ai présentés tout à l'heure dans la narration, avec là aussi quelques différences. Chaque séquence est centrée de la manière suivante. Là, vous avez la présentation. Chaque séquence est en fait articulée autour d'un personnage, où on va avoir à chaque fois une vingtaine de pages sur le dit personnage. Donc là, en l'occurrence, Marie-Basile, qui est aide à domicile à Paris, où on a une fiche de présentation extrêmement succincte avec son prénom, sa profession, son âge, son statut familial, ses enfants, etc., son lieu de naissance, son lieu de vie, son niveau de diplôme et son salaire. Parce que évidemment, s'il y a un point commun qui, je dirais, résume tous ces métiers, c'est qu'ils sont extrêmement mal rémunérés et extrêmement mal reconnus. On est au bout de la chaîne, hein, véritablement. Si on prend le métier d'aide à domicile, c'est un métier où, en moyenne, il faut attendre 15 ans pour percevoir un SMIC mensuel, par le jeu des horaires qui ne sont pas comptabilisés en véritable. On est sur des faux temps partiels. Ce sont des travailleuses qui travaillent à temps plein, mais qui sont payées partiellement. C'est-à-dire qu'on ne compte pas leurs heures de déplacement en fait, entre les bénéficiaires. Donc, quand on voit 12 bénéficiaires, on a un temps sur la route qui est conséquent, évidemment. Ah bah là, ça ne marche pas. Ah, si. Hop, voilà. Et là, ce que vous voyez, ce n'est pas du roman photo, c'est de la pure BD, avec cette fois-ci les dessins de Thierry Chavant et les couleurs de Mathilda. Je ne sais pas si vous connaissez Mathilda, c'est une des meilleures coloristes de France. C'est elle qui fait notamment les BD d'Inès Léraud, Les algues vertes. Et on a pour chaque personnage, je reviens sur la BD d'avant, c'est de la forme. Hein. Vous voyez, il y a une couleur, il y a un aplat de couleurs qui correspond à une dominante de la couleur de la photo d'ouverture, du portrait. Et cette dominante de couleur, on va la retrouver dans la couleur, en fait, dans la bichromie de la BD. Voilà, donc c'est un procédé, c'est que du style, mais on trouvait que c'était intéressant parce que si on avait une BD couleur en quadri, par rapport au roman photo qui est en couleur,
on s'y perd, on ne sait plus où on est. Alors c'est quoi la fonction de la BD? Parce que Jean-Paul se posait la question tout à l'heure. Je pensais que tu trouverais la réponse. D'après vous, pourquoi il y a de la BD dessinée? Je dis de la BD dessinée, parce que la BD peut être photographiée. Il y a de la BD parce que, en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question posée sur les parcours de vie. Et les parcours de vie de ces femmes, ils permettent de raconter énormément de choses. Je reviens, je ne sais plus comment vous appelez. Voilà, on parlait des parcours de vie. Sur les femmes du lien, les parcours de vie sont super importants parce qu'ils permettent, de comprendre pourquoi on a 90% de femmes dans ces métiers, pourquoi ces tâches sont naturalisées. On a des parcours migratoires dans le cas de Marie-Basile, des parcours professionnels, des parcours familiaux aussi. Et évidemment, la question, elle est très simple. Comment mettre en image tout ça? J'aurais pu avoir 15 photos de Marie-Basile en répétition, avec des bulles où on la voit parler et raconter sa vie. À titre personnel, je trouvais que ça aurait été trop plat. Et je trouvais que le procédé de la BD et de mélanger les deux était intéressant. Ça crée de la variété, ça crée une rupture. Et en fait, ça permet de rentrer dans l'histoire. Voilà. Donc dans le cas de Marie-Basile, on a une longue BD, c'est 9 pages, c'est la plus longue, mais on est plutôt entre 3 et 6 pages pour les autres personnages. Et voilà. Donc là, on en revient, c'est très séquencé pour répondre à votre question. C'est beaucoup plus construit parce que, en fait, l'essentiel de mon travail, c'était de suivre le travail. Donc c'était de passer une journée entière à chaque fois, mais de manière répétée, avec les aides à domicile et sur une longue période, parce qu'évidemment, il y a l'idée aussi de donner une dimension, une tension dramatique. Il y a des choses qui se passent pour ces femmes, il y a des évolutions. Et ça, c'est le temps qui offre cette profondeur et qui tient le lecteur en haleine. Et évidemment, il y a la question des mobilités. Parler du travail, c'est de parler de la condition pour aller au travail. Et dans le cas de Marie-Basile, c'est le tarif d'1 heure à 1 heure et demie dans les transports en commun, ce qui a son importance, bien évidemment. Et puis, il y a des scènes de vie intime. Là, c'est l'anniversaire de sa fille. Donc, on voit une femme qui aussi est une aidante. Il y a la double fonction sociale. On est aidante professionnellement, mais on est aidante au sein de sa famille. On aide ses enfants, on aide parfois ses parents âgés. Voilà, on a parfois, Marie-Basile me raconte qu'elle est déléguée du personnel. Donc je lui dis, ce serait bien qu'on ait une séquence, une réunion de délégués du personnel, parce que ça permet de problématiser aussi des thématiques liées au travail des aides à domicile. Voilà, donc là on passe sur une autre protagoniste, Angélique. Donc avant c'était Valérie, une technicienne d'intervention sociale et familiale. C'est un métier de travailleuse sociale où elle travaille, je reviens rapidement, où elle travaille dans des familles en situation de grande précarité, de grande difficulté. Là c'est une femme qui est en situation d'illettrisme. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui passent par le jeu. Et donc évidemment, dans les planches, là aussi, moi j'essaye de jouer sur la variété des planches. On va parfois avoir une photo entière qui va prendre toute la page. Ça permet de se recentrer sur le visage. Ce que l'on retrouve, en fait, on retrouve exactement le même procédé en BD. Alors évidemment, tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de mise en scène. Quand on fait un portrait, on demande à la personne de poser quand même. C'est le seul moment où on s'autorise un peu de mise en scène. Voilà, donc Angélique, qui était assistante maternelle, là elle est avec son fils, qui est en train de jouer à la poupée. Vous voyez, regardez la comparaison entre cette image, là, et celle-ci. Voilà, et vous allez me dire, c'est de la mise en scène. Bah non, on est au mois de juillet, il n'y a pas de bébé, ils sont partis en vacances dans leur famille, et son fils, Lucas, joue à la poupée. En gros, il joue au métier de sa maman. Là, on est en milieu rural. La femme d'Angélique, elle est agriculteur. Donc, on peut parfois être dans des clichés en se disant elle est assez ouverte, en fait. Donc là, on est avec une aide-soignante, Marie-Claude, donc dans un milieu professionnel collectif au travail. Là, on est dans un EHPAD avec une accompagnante éducative et sociale. Donc en plein Covid, c'était pas forcément évident dans cette période. Mais bon, j'ai pu travailler quand même. Donc c'est devenu évidemment un sujet. Après les Gilets jaunes, on a eu le Covid.
Et à la fin de chaque séquence, en fait, on a une photo en double page qui ferme la séquence sur le personnage. Voilà, donc une autre aide à domicile, cette fois-ci en milieu rural, Séverine. Je passe un peu vite, hein. Et là, Marie-Ève qui est assistante familiale. Donc ce sont ce qu'on appelle les familles d'accueil, où on accueille des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc là aussi, il a fallu une batterie d'autorisation pour avoir l'accord des parents des enfants qui sont placés, évidemment de l'assistante familiale pour qu'elle accepte, des services sociaux, mais on y est arrivé. Avec des choses extrêmement intimes, hein, parfois. Et là, une éducatrice de rue à Saint-Denis, Julie, qui fait la prévention spécialisée, donc sur le quartier de la Plaine à Saint-Denis. Voilà, j'ai voulu passer plus vite volontairement sur la fin parce que je trouve que c'est plus intéressant quand on est dans un échange et dans des discussions. Si vous avez des questions, je suis tout oui. J'ai une première question. Donc c'est juste qu'en fait, en feuilletant le livre, je me suis dit, mais ouais, c'est vraiment très bien, mais quand on regarde les photos, je les trouve très lumineuses, très bien éclairées, y compris dans des endroits qui ne le sont pas habituellement, parce que moi aussi, j'ai déjà été traîné dans un EHPAD, dans un service hospitalier, et c'est sombre souvent. Donc comment vous faites ça? Comment ça se prépare en termes de lumière? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, là, c'est vraiment de la photographie, de la technique photographique, hein. Excusez-moi pour le jargon, mais bon, on a du matériel aujourd'hui qui a considérablement évolué avec des montées en sensibilité. Moi, je travaille sans flash, ça c'est quand même la première chose, mais on a des montées en sensibilité qui permettent énormément de choses. Même si j'aime bien, quand c'est sombre, que ce soit sombre. Deuxième élément, moi je joue beaucoup avec les lumières ententes. J'adore ça. J'adore les lumières un peu à la Michael Haneke. Voilà, et ça on le voit beaucoup dans les bouquins, notamment dans le Nord. Il y a quelque chose de singulier avec les lumières entrantes, pénétrantes, parce qu'elles vont éclairer parfois une partie du visage, une partie de la scène, et voilà, et ça permet de jouer sur beaucoup de choses. Et sur la profondeur de champ aussi, parce que la question de la profondeur du champ est extrêmement importante, notamment pour faire du roman photo. Dernier élément. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, bah voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à la question. Moi, j'avais deux questions un peu de fabrication. Oui, sur les femmes du lien, qu'est-ce qui est en premier quand tu conçois ta maquette? Qu'est-ce qui est en premier? Est-ce que c'est la parole ou est-ce que c'est l'image? Voilà. Ouais. Et ça, alors, je te pose du coup la deuxième question en même temps. Ouais. La deuxième question, c'est, moi ce qui m'a frappé aussi dans les femmes du lien, c'est qu'on a autant les femmes au travail que les femmes à la maison. Voilà. Alors c'est un choix que tu as fait et je voudrais que tu le défendes. Alors je vais commencer par la fin. Je vois que ça réagit. Non, mais pour une raison extrêmement simple, et notamment en milieu rural. Là, je m'adresse aux sociologues. Vous devez connaître le travail de Sophie Renard Sophie Orange et Renard, oui. C'est le nom de famille. Ces femmes qui tiennent les campagnes. Ça rejoint aussi les travaux d'Yael Amselem-Mingui. Et puis, d'une certaine manière, Benoît Coquart avec Ceux qui restent. Moi, je m'intéresse beaucoup au monde des ruralités populaires aussi. Et vous avez des réalités sociales en milieu rural qui répondent un peu à la question que tu poses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une double centralité sociale des femmes en milieu rural. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont, pour paraphraser le titre de ce livre, elles qui tiennent en effet les campagnes, parce que celles et ceux qui sont restés dans des territoires ruraux plutôt en déclin, sont ceux qui n'ont pas forcément eu le capital social et culturel qui leur ont permis d'aller faire des études supérieures dans les grandes villes, pour faire vite. Donc, quand ils vont se diriger sur le marché du travail, ils vont aller sur des emplois qui sont disponibles par rapport à leur niveau de formation, qui généralement est un niveau de formation
Ça, c'est mon sujet du moment, justement, que l'on trouve plutôt dans les bacs pro, les CAP, ou juste un peu au-dessus, les BTS éventuellement. Et en milieu rural, c'est vrai que ce que l'on va beaucoup trouver, ce sont les métiers du médico-social, où on va trouver une majorité de femmes. Je prends l'exemple de Fourmi. Moi, je me suis adressé, pour suivre Séverine, l'aide à domicile, je me suis adressé à un service d'aide à domicile associatif. Entendez, écoutez-moi bien, deuxième employeur de la ville, derrière l'hôpital de Fourmi, ville de 12 000 habitants. Fourmi, il y avait des industries. Donc, ça a été un haut lieu de l'industrie textile. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent énormément, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais j'en parle beaucoup dans le dernier livre, parce que c'est des mutations qui ont profondément changé nos sociétés, et si on ne les comprend pas, on ne peut pas comprendre ce qui se passe politiquement aujourd'hui dans notre pays. Petite parenthèse. Mais ce que je veux dire par là, pour revenir à la question des femmes à la maison et des femmes au travail, c'est que les hommes, on va plutôt, eux, les trouver dans des métiers qui sont des métiers qui les éloignent de leur territoire. Dans les métiers de la route, les chauffeurs-livreurs, les routiers, dans les métiers du bâtiment. Et la réalité, moi, mon père était ouvrier en bâtiment. Dans sa génération, on arrivait à travailler dans un rayon relativement proche de chez soi. On pouvait rentrer, même parfois déjeuner le midi chez soi. Aujourd'hui, c'est fini. Vous partez 3, 4, 5 jours en camionnette. Vous dormez dans des Airbnb ou des hôtels à bas coût, parfois dans les camionnettes. Et puis, vous avez le gros BTP où vous travaillez sur des chantiers. J'en ai documenté d'ailleurs dans Les Racines de la colère avec un père et son fils qui travaillaient pour Eiffage sur des gros chantiers de structure et qui partaient à la semaine comme ça, parfois même 15 jours, jusqu'en Guyane, sur les pas de tir de la fusée Ariane. Et donc, ça fait que le résultat, dans les campagnes, les hommes ne sont pas présents. Ils sont pas présents, ils sont moins présents que les femmes. Vous faites les sorties d'école, vous voyez que des mamans. Et les hommes, on va les voir par contre le week-end. Donc d'où la fermeture des bistrots et tout ça, hein. Et les vrais lieux de sociabilité, c'est ce que mettent en avant Sophie Renard et Sophie Orange, c'est que justement les lieux de sociabilité dans les campagnes aujourd'hui, c'est beaucoup les salons de coiffure, les salons d'esthétique, plus que les bistrots. Et pour revenir à cette double centralité sociale, pourquoi je parle de double centralité sociale? Parce que d'un côté, ce sont des femmes que l'on retrouve très majoritairement dans ces métiers de service aux autres qui sont en situation de vulnérabilité, soit pour leur situation médicale ou pour leur âge, ou pour des problématiques sociales qui sont très fortes dans la Vénois. Pour des métiers qu'on va aussi trouver, les métiers de première ligne, donc les métiers de ménage, les métiers de commerce aussi dans la grande distribution. Et puis, ces femmes, comme elles sont les seules à être présentes dans le foyer, c'est elles qui vont prendre en charge évidemment les enfants, qui vont prendre en charge les parents comme aidantes familiales, souvent, très souvent. Et c'est de là, en fait, qu'elles jouent un rôle extrêmement central et important que je mets en avant dans le livre. C'est pour ça qu'on les retrouve souvent, en fait, à la maison. Et puis parce que finalement, on n'a pas non plus les moyens d'aller ailleurs, tout simplement. On a peu de loisirs. Alors, il y a aussi un autre aspect qui accentue évidemment les choses, c'est que ce livre, je l'écris entre novembre 2019 et novembre 2021. Donc il y a quasiment un an et quelques de semi-confinement ou de confinement total. Donc évidemment, une fois qu'elles avaient fini de travailler, on était à la maison. Et pour moi, aller chez les gens aussi, c'est essentiel pour raconter leur vie. C'est là qu'on se dévoile à l'intérieur, ça raconte aussi quelque chose. Voilà, la décoration, les murs, les meubles, ça raconte quelque chose évidemment. Et alors, il y avait l'autre question. Il y avait une autre question, la première. La première question, ça y est, j'ai zappé. Je l'ai zappé, attends, C'était le dispositif technique. Ah oui, sur l'écriture, voilà. Ouais, alors, on va avancer dans les... Est-ce que la vue est au démarrage ou la photo? Il faut avancer vite. On va dire stop. Encore. On va en fait presque sur la fin. Excusez-moi pour le petit délai. Voilà. Alors peut-être juste avant, excuse-moi. Je sais plus. Reviens avant encore. Voilà. Donc, comment je travaille? Là, les femmes du lien, je disais tout à l'heure, c'est très abouti, il y a un synopsis. Et en fait, en juin
2020, quand le casting est complètement fini, que j'ai commencé le travail photographique, hein, déjà depuis quelques mois avec Angélique et Séverine notamment, j'ai vraiment une idée de où je veux aller et de ce que je vais un peu proposer. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je sais un peu ce que chacune fait dans la vie et ce qui pourrait être intéressant, mais après, il y a deux choses. Il y a des séquences incontournables qui vont être des séquences de travail, au travail, des séquences intimes, des séquences où on est au supermarché, des séquences où il y a aussi, parce que ce que je cherche aussi, c'est à faire parler les gens entre eux, en famille. Donc, par exemple, Séverine, elle est mariée à Siaka. Siaka, elle l'a fait venir de Côte d'Ivoire. Elle l'a rencontré sur Internet. Ils se sont parlé sur WhatsApp pendant 1 an et demi. Elle a rencontré des problèmes de papier avec lui. Quand je le connais au départ, il a juste un récépissé. Et Siaka, il y a beaucoup d'interactions avec elle. Et puis, il se trouve que j'ai choisi Séverine. Pourquoi ? Parce que la fille aînée de Séverine, qui a 20 ans, elle est aide à domicile aussi. Donc, évidemment, il me faut une séquence avec Clara, la fille de Séverine. Et puis, il me faut une séquence ou deux entre Séverine et Clara. Donc ça, c'est pas de la mise en scène. Mais je dis à Séverine, ouais, ce serait bien un jour que Clara puisse être là, que vous puissiez échanger. Donc moi, je vais provoquer une discussion. Je vais échanger, je vais les faire parler. Donc là, il y a quand même... Mais il n'y a pas de mise en scène dans l'image. Mais en revanche, c'est vrai qu'on provoque des interviews ou des échanges, des discussions qui vont permettre d'amener un contenu et qui vont permettre de verbaliser, de problématiser les choses. Donc, ensuite, moi, quand je travaille avec mes photos, à chaque fois que je reviens de reportage, en général, c'est 3-4 jours de reportage, et puis j'enchaîne tout le temps. Il y a un travail de back-office chez moi, où je fais un premier traitement de mes images, je fais un premier tri. Parce qu'il y a une production d'images insensée, hein. C'est des milliers de photos. Donc, je fais un premier tri, je classe par date. Donc, j'ai un dossier Séverine, novembre 2019, janvier 2020, tac. Pareil pour les sons, je classe tous mes enregistrements. Mon éditeur fait retranscrire mes enregistrements. J'ai pas à le faire moi. Donc ça, c'est très précieux. Bon, soit dit en passant, mon éditeur me prend en charge tous mes frais de déplacement et d'hébergement aussi. Et puis j'ai une avance avec un avaloir qui me permet, voilà. Puis j'ai aussi un financement privé avec une fondation, en l'occurrence sur ce projet-là. Parce qu'il y a quand même la question économique qui se pose. Et donc à partir de là, quand je vais commencer le travail où je me pose pour écrire, et là il y a 6 mois d'écriture, j'ai déjà mes dossiers qui sont classés, et je vais commencer par dérocher en fait les enregistrements. Non, j'ai les images qui sont par mois. Je les ai quand même en tête, les images, parce que je les ai traitées. Donc j'ai quand même une mémoire de ça. Mais la première chose que je fais, c'est que je vais me concentrer sur les enregistrements. Je vais travailler avec des Stabilo Boss de plusieurs couleurs. Je vais faire une classification des propos qui m'intéressent par couleur, avec des thématiques, des classements aussi chronologiques, parce que l'idée, c'est que les enregistrements se rapportent aux photos à peu près dans la période. On n'est pas trop décalé. J'essaye de ne pas trop tricher. Parfois, je triche un peu quand j'ai pas le choix. Mais globalement, je ne triche pas entre la temporalité des photos. Ce n'est pas exactement au même moment, mais c'est souvent le même jour. Donc, il y a des choses très claires. Quand il y a une interview et qu'on va retranscrire une interview, c'est facile. Mais parfois, il y a un dialogue qui peut paraître sans importance, mais qui donne du corps au récit, qui permet au lecteur de l'emmener, en fait, aussi. Vous m'entendez bien, là, toujours ? Ça devient... C'est vrai que ça commence voilà. à monter. Ça monte. À partir de là, je commence un découpage, comme dans un film. J'ai un découpage, et à partir de ce découpage, je sais que ce que j'ai en boutique dans mes photos, et je vais commencer sur un cahier à mettre BD page 1, BD page 2, mais après je vais avoir alors ça c'est la séquence de je ne sais qui, donc j'ai mon chapitre et j'introduis la séquence souvent au début au commencement de l'enquête en fait, hein, et on avance comme ça dans le temps
jusqu'à la fin. Mais avec des moments clés, avec une variété de moments où on alterne travail, vie intime, loisirs. Voilà, en essayant de faire en sorte que ce soit pas trop plat, quoi. Donc moi j'ai une autre question, mais qui pourrait retrouver qu'on pourrait aussi reposer pour les livres précédents. Sur celui-ci, ça s'adapte bien parce qu'en fait, on a 8 personnes. Et ma question, c'est celle du casting, justement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été rejetées? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous avez décidé de ne pas travailler? De la même manière, peut-être, pour l'Illusion nationale, finalement, des gens qu'on a rejetés. Comment on fait, finalement, pour savoir si on va avoir assez de matière ou si le feeling, c'est assez construit? Enfin, voilà. Bah, c'est une obsession, en réalité. Enfin, pour moi, l'obsession, la question, c'est comment on fait pour savoir si on va avoir assez de matière? Et c'est vrai que c'est une obsession. Moi, j'ai des échanges très réguliers avec mon éditeur. Enfin, et mon éditrice, en réalité, on est une petite équipe, parce que c'est un travail énorme. Hein. Je veux pas, voilà. Moi, j'ai pas besoin de dessiner, mais il y a tout le reste quand même. En fait, moi, ça m'obsède, et souvent, je vais en faire beaucoup trop. J'ai la peur du vide, en fait, toujours. Pour les femmes du lien, j'avais une infirmière en plus. J'ai squeezé parce que on a considéré que la séquence était trop faible par rapport aux autres. Alors je lui ai expliqué, j'étais là tout contrit, elle a très bien pris, hein. Mais c'est vrai qu'il a fallu gérer humainement la chose. Pour l'Illusion nationale, il y a eu 2 refus, hein, au bout du bout, d'autorisation de droit à l'image, et puis par rapport aux propos de gens qui se sont rétractés, mais ça c'était assez logique. Et pour les Racineux à la colère, on est allé jusqu'au bout. Mais non, il y a eu, on a fait un choix, un peu comme pour les femmes du lien. Il y a une femme qu'on a mis de côté aussi. Voilà. Donc après, on travaille sur un format de livre. C'est vrai que les femmes du lien, j'avais pas prévu de faire 222 pages. J'étais plutôt sur un 168 pages au départ. Et puis on s'est dit, voilà, on a quelque chose de fort et on a voulu faire un beau livre aussi. Mais il y a l'idée aussi que pour chacun de mes ouvrages, j'essaye de faire évoluer ma forme, mon propos. Je travaille sur un projet autour de l'enseignement professionnel depuis maintenant 1 an et demi. Ça sortira en janvier prochain, janvier 2026. Enfin septembre 2026, excusez-moi plutôt, parce qu'on a reporté la date. Et là, on a pris une décision radicale la semaine dernière avec mon éditeur. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais on va être sur un format très différent encore. Il y aura du roman photo, mais il y aura plein d'autres choses en fait. C'est le teasing. Il y a vraiment l'idée de se remettre en cause tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut se remettre en cause. Quand tu parles de ta méthode de travail, de création, moi ça me fait beaucoup penser au montage. Et comme je sais que tu fais du docu aussi, audiovisuel, hein, parce que je me demandais, parce que vraiment ce travail avec le son d'abord, potentiellement, c'est quelque chose qu'on fait en documentaire. Donc je me demandais Exactement, tu as toute la réponse dans ta question d'une certaine manière. Il y a quand même une différence majeure par rapport au documentaire vidéo, on va dire. C'est le dispositif de fabrication qui n'est pas le même, qui est beaucoup plus léger, qui permet une intimité qu'on n'a pas forcément en documentaire filmé, que j'aimerais un jour atteindre. Mais voilà, j'ai plein de projets en documentaire filmé aussi, encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des parentés. Mais ça reste 2 objets un peu différents parce que c'est un livre. Un livre, ça reste. Un film, ça reste, mais disons que c'est aussi un objet de médiation. Les femmes du lien, je ne l'ai pas dit, mais je le dis à la fin. C'est beaucoup d'expos, tout ça, mais c'est à l'arrivée aussi. Ça a été 130 rencontres. 130 rencontres, alors pas que des librairies. Pas que des librairies, hein. Il y a eu 30 000 photographies, voilà. 5 000 photos éditées, 500 publiées dans le livre. Là, je fais mon RG. 200 heures d'enregistrement transcrit et 6 mois d'écriture. Donc, ça, plusieurs planches BD, ça vous permet de voir les codes couleurs. Voilà, donc beaucoup de retombées parce que donc là, j'ai pas mis à jour le chiffre, mais c'est 130 rencontres.
130 rencontres, c'est dans des rencontres en librairie, en médiathèque, mais énormément dans des cadres professionnels. J'ai été invité par énormément de services à domicile et le livre, en fait, c'est énormément vendu par des achats collectifs de professionnels aussi. Donc ça a été... Et donc on est sur un chiffre assez conséquent de 17 000 exemplaires à ce jour. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Et je disais ça parce que la retombée d'un livre, c'est pour moi un objet qui se partage. C'est ce qu'on fait ce soir. Et c'est notre travail d'auteur aussi. On pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, autour d'un verre sur ce que je vous ai écouté cet après-midi. J'ai deux questions, on va dire, enfin une remarque aussi. Comme vous l'avez dit, ça ressemble beaucoup au travail ethnographique. Et dans ce que vous dites, il y a la présence du recul. Et je voulais savoir si vous pouviez plus expliciter justement ce travail de positionnement, de recul par rapport à ce que vous ressentez avec les gens que vous suivez, votre équipe aussi également, et les personnes qui relisent leur discours ou ce qu'ils ont pu dire, etc. Et je voulais savoir aussi, par rapport au temps de confection, est-ce que vous avez un temps prédéfini pour faire votre livre, et est-ce que vous avez un contrat de rythme de parution Bon, moi, je suis vraiment extrêmement privilégié. Je vais commencer par la fin encore. Par rapport à mon éditeur, hein, c'est les Arènes. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Pour les 4 livres. Et il y en a un 5e en route. Et en fait, les contrats, on les signe projet par projet. Alors, je suis désolé, je m'adresse au sociologue qui a travaillé sur les auteurs en précarité. Moi, je suis dans une relation de confiance avec mon éditeur. Très proche. Voilà, c'est un pote. Enfin, c'est devenu un pote. Même si on a une relation professionnelle, ça n'empêche pas d'avoir quand même une relation professionnelle. Mais disons qu'il me laisse énormément de liberté. Moi, je me sens complètement libre dans ce que je fais. Et il me donne les moyens de travailler, vraiment. Même si je sais que le contrat d'édition ne me permet pas de financer mon projet sur une durée aussi longue, évidemment. Mais disons qu'il y a une économie du livre. Et je sais que mon éditeur, il m'offre une chose qui est extrêmement précieuse, c'est aussi beaucoup de visibilité. Et gagner en visibilité, notamment médiatique, c'est un moyen aussi derrière de gagner la possibilité d'être invité, d'avoir des financements, c'est de faire des conférences rémunérées. Parfois, voilà, moi je fais des conférences maintenant devant des comités directeurs d'entreprise. C'est rémunéré très très bien, quoi. Alors j'en fais pas tout le temps, mais ça met du beurre dans les épinards. Donc en fait, il y a une économie globale qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que le contrat d'édition, c'est un point de départ pour moi, qui ne se suffit pas à lui-même, mais qui va être le moyen, voilà. Mais je sais que c'est pas pareil partout. Toutes les maisons d'édition ne travaillent pas comme les Arènes. Je disais qu'ils me prennent en charge des frais, ils me prennent en charge, y compris pour la promotion, je ne paye pas mes transports. Voilà, donc je sais qu'il y a des maisons d'édition qui demandent aux auteurs de se démerder quand ils ont une rencontre en librairie. Enfin, ce qui, pour moi, me paraît complètement fou. Enfin, jamais je pourrais accepter de payer pour aller présenter un de mes livres. C'est pas, voilà, normalement, on doit gagner quelque chose, quoi. Donc, voilà, ça c'était. Alors, par rapport au positionnement, oui, c'est vraiment une question qu'on se pose tout le temps. Évidemment, quand on passe... Moi, j'essaye d'avoir un positionnement qui soit journalistique, quand même. C'est-à-dire que j'essaye de jamais porter de jugement sur les gens que je vois, notamment politique, parce que ce que je n'ai pas trop dit depuis tout à l'heure, mais c'est que, y compris avec les Racines de la colère et les Femmes du Lien, notamment dans le Nord, je sais où je mets les pieds.
Et je sais pourquoi je mets les pieds dans ces régions. C'est aussi parce qu'il y a une sociologie électorale dans ces professions, dans ces régions, qui fait que statistiquement, je vais aussi tomber sur des électeurs du Rassemblement national. Donc, moi, je suis là pour faire parler les gens. Ce qui m'intéresse, c'est quand même ce qui va se passer au final. Mais c'est vrai que j'ai aussi gardé un lien avec tous les protagonistes, surtout des 2 derniers livres. Un peu moins le premier, même si je suis allé revoir certains pour ce livre-là, puisque à la fin du livre, il y a tout un retour sur l'été 2024, après les législatives. Mais je suis resté en lien, et y compris, les protagonistes sont parfois acteurs des rencontres, notamment pour les femmes du lien, où elles n'ont pas fait une tournée avec moi, mais il y a eu beaucoup de rencontres dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, et très souvent, les protagonistes sont venus avec moi dans les rencontres en librairie, pour les lancements. En télévision, Marie Basile, elle a fait le plateau de 28 minutes avec moi sur Arte. Valérie a fait le plateau du 19-20 avec moi. Moi, je tenais à ce qu'elle soit là, qu'elle soit présente, qu'elle soit au centre. Donc le positionnement, c'est aussi, pour moi, le positionnement, c'est aussi une coproduction avec les protagonistes. Moi, ce que je cherche à faire, c'est qu'ils soient aussi acteurs du projet, qu'ils s'en saisissent. C'est un peu de l'éducation. Il y a une forme d'éducation populaire, mais positive. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est une expérience de vie aussi. Et en tout cas, moi, c'est comme ça qu'elle me le relate. Et je peux vous dire que quand vous êtes reçu au ministère, parce que vous avez été invité par le ministre des Solidarités pour présenter ce livre, qu'elles viennent de leur région, super bien sapées pour présenter le bouquin, voilà, on se dit qu'on a fait quelque chose d'intéressant quand même. Même si ça n'a pas changé leur vie. Hein. En fait, je n'ai pas tout à fait une dernière question, mais c'est juste que ce que vous dites me fait penser aussi parfois à certaines techniques de certains éditeurs de bande dessinée pour populariser leurs ouvrages. Ils n'ont pas toujours le temps ou la possibilité de faire un travail de surdiffusion, comme on dit maintenant, pour aller faire les placements en librairie. Mais je pense par exemple aux Requins-Marteaux, qui ont l'habitude souvent d'organiser des expositions pour faire valoir le travail des auteurs. Et en fait, quand on parlait cet après-midi justement de tout ce qu'on pouvait ou tout ce qu'on devrait mettre en œuvre pour pouvoir permettre aux auteurs de vivre correctement, je me dis qu'il y a aussi tout un moyen qui sont dans les formes, on va dire, un peu différentes de la diffusion classique, mais qui permettent absolument de faire valoir ça. Et du coup, je retrouve bien dans ce que vous dites, de la même manière qu'on peut imaginer aussi que quelque part dans ce que vous dites, où vous avez beaucoup placé de bouquins dans certains services plus particulièrement, on pourrait imaginer retrouver une forme des préventes dont parlait Mathieu Siam tout à l'heure. Je voudrais juste que vous, pour illustrer ce que vous dites, je ne sais pas si vous avez fait attention à cette photo. Merde. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. On est revenu au début. Attendez. Je voudrais revenir. On est revenu au tout début. Je sais pas si je peux revenir vers la fin. Il faut revenir vraiment. La photo que vous aviez à droite, c'est la photo où on voit les femmes. Elles sont 200. On est dans la Rajoie, dans une salle des fêtes d'un petit village. C'est un service d'aide à domicile. Et le service d'aide à domicile, on est en début d'après-midi, a exceptionnellement offert une pause à toutes ses salariés. Le service d'aide à domicile a acheté le bouquin. Et chacune des salariés vient chercher son livre. Alors, je le présente. Et elles viennent se le faire dédicacer. Voilà, c'est la photo qui est en bas là. Alors, je ne vais pas refaire la même bêtise. C'est quel bouton? Voilà, c'est celle-ci. C'est un moment super émouvant. Et là, je me dis que je touche un public que je ne vois pas dans les librairies. Moi, dans les librairies, j'étais en librairie hier soir à Périgueux, on a 90% d'enseignants en retraite. J'exagère, mais en gros, c'est ça, quoi. Ou du diversitaire, parfois quelques jeunes, mais c'est... Voilà. Donc, et ça, c'est vrai qu'on a, en tant qu'auteur, une obligation de sortir des carcans habituels qui sont les nôtres. Et pour le coup, c'est vrai, et ça, je ne l'ai pas encore dit, l'intérêt, je trouve, du roman photo. Moi, je travaille beaucoup sur les classes populaires.
Et l'intérêt du roman photo, c'est aussi d'offrir un genre littéraire, quelque part, qui soit accessible, qui est immédiatement démocratique. La photographie, elle est, en théorie, démocratique. Mais moi, je vois beaucoup de photos documentaires. Ça m'énerve un peu à Arles, où c'est très perché. Voilà, c'est réservé, quelque part, à une petite élite. Je parle des rencontres photos d'Arles. Et où les gens que l'on voit, c'est le Marais, c'est le 6e arrondissement de Paris qui se déplace à Arles l'été. Puis à Arles, vous avez des quartiers populaires, vous avez des villes populaires comme Beaucaire, que je connais. Les gens, ils n'y vont pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils considèrent qu'ils ne font pas partie de cette culture légitime. Et bien, quelque part, le roman photo, c'est un objet, comme la BD d'ailleurs, c'est un médium qui est vraiment parfaitement accessible à tous. Et ça, je trouve extrêmement intéressant. C'est pour ça que j'en fais. Hein. Non, c'est bon? Ah, ok. Je vous entends bien parler. Ouais. Je suis pas du tout d'accord avec ce dernier point. Sur le fait que le roman photo, comme la bande dessinée, est parfaitement accessible à tous. Notamment quand on parle vous parliez avant des personnes en situation d'illettrisme. Alors, au-delà de le roman photo ou la bande dessinée n'est pas du tout adapté pour l'apprentissage de la lecture. Parce que, en général, ça demande, c'est des langages et le mélange du texte et de l'image. C'est une combinaison qui fait appel à des compétences qui peuvent être particulièrement difficiles, justement. Ce qui fait que, bon voilà. Puisque c'était la conclusion, je me permets de juste y mettre un tout petit peu de nuance. Je n'ai pas l'impression... Non, mais je vous remercie, ça permet de débattre. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne faisais pas forcément référence à des personnes qui sont en situation d'illettrisme. Hein. Entendons-nous bien, hein. Qu'il n'y ait pas de confusion entre nous. Je vous dis juste, moi, je vous fais un retour d'expérience sur, je ne sais pas moi, peut-être que 80 personnes que j'ai pu suivre, et puis beaucoup d'entourage aussi que j'ai pu suivre, où on est sociologiquement chez des gens où vous n'avez pas de livres. Vous n'avez pas de livres. Voilà, vous n'avez même pas de magazine. Les gens ne s'informent pas dans de la presse écrite. Voilà. Et quand je présente mes anciens livres, le retour que j'ai, c'est de dire « Ah, mais ça, au moins, je peux le feuilleter, je peux le regarder, c'est facile. » Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais ce que je sais, c'est qu'ils le lisent. Ce que je sais, c'est que mes bouquins, je les présente aussi en milieu scolaire et que c'est des objets qui sont quand même plus facilement accessibles. Moi, je vois ce livre, je l'ai présenté, j'ai les mêmes personnes, ils ne l'ont pas lu. Ils ne l'ont pas lu. Alors, j'aurais dit dans quelle page je parlais d'eux, donc ils ont lu ces passages-là. Moi, je vous fais ce retour-là. Alors, effectivement, parfois, on peut avoir ce retour de certaines personnes qui vous disent « Moi, je ne lis pas de BD et la BD, j'arrive pas. » Voilà, c'est un truc, ça, c'est vrai qu'on peut l'entendre. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vous parlais de la photographie, hein, et je vous parle du roman photo. La photographie, par essence, c'est éminemment démocratique. Quand vous voyez la photo du gamin, je ne me rappelle plus du môme, sur la plage, du réfugié, enfin qui n'est pas réfugié, mais qui est mort sur la plage, sur une île grecque, il y a 15 ans, c'est Merkel qui réagit, c'est là qu'elle décide de faire venir 2 millions de réfugiés en Allemagne. Et tout le monde comprend le message. Et sinon, il n'y aurait pas de photos de presse. Eh bien, ça ne la complique pas, parce que je vais vous dire une chose. Alors, pourquoi la compliquer? Mais merci de me poser cette question, parce que je ne l'ai pas forcément dit. Pourquoi j'ai éprouvé, et j'ai dit oui à Patrick de Saint-Exupéry pour faire du roman photo. Au-delà de la question de la forme des livres de photographie documentaire, moi qui ne me convenait pas, parce que je trouve que voilà, il y a un truc qui ne marchait pas dans ma narration, je ne pouvais pas concevoir, c'est très important ce que je dis, je ne pouvais pas concevoir de suivre des gens pendant 2 ans, de les enregistrer, de prendre des notes, de passer des journées entières avec eux, et à l'arrivée d'avoir des photos avec des légendes. Je ne pouvais pas concevoir cela. Pour 2 raisons. 1, parce qu'on est dans une narration qui est active, qui est mobile, qui est dynamique. Et ça, le docu-photo, ça ne peut pas retranscrire cela. Et surtout, la photographie, par essence, elle est muette. Elle est évocatrice.
elle peut raconter quelque chose, mais en aucun cas, elle va retranscrire la parole des gens. Alors on avait réfléchi à d'autres dispositifs. On avait réfléchi à faire des web documentaires. C'était à l'époque, il y avait cette mode-là. Bon, je peux vous dire que les web documentaires, ça n'existe plus parce que ça a disparu de la circulation, parce que le modèle économique n'existe pas. En termes de diffusion, puis ça reste pour moi un objet numérique, donc qui se perd. Voilà. Et en fait, le seul moyen qu'on avait, et c'est la discussion qu'on avait eue avec Saint-Exupéry à l'époque, le seul moyen qu'on avait trouvé pour retranscrire cette dynamique, cette narration qui s'inscrit dans le temps, qui est en mouvement, où il y a un peu cette tension dramatique, où on raconte aussi des histoires, des vraies histoires, où on retranscrit cette parole, c'était la BD photographique, le roman photo documentaire. Après, je ne peux que vous inviter à les lire. Il faut vraiment les lire pour s'en rendre compte. Mais il y a une narration qui est simple. Hein. Quand je dis que c'est simple, je ne sais pas, c'est la gamine c'est la mère qui rentre chez elle et qui demande à ses filles ça va, ça va. C'est des petites choses du quotidien, mais qui emmènent en fait le lecteur dans un univers. Moi, là, je me tourne vers Jean-Paul, hein, mais qui est le témoin qui a lu mes bouquins, mais il y a vraiment l'idée d'emmener le lecteur dans un univers. Et en fait, moi, j'ai fait un travail d'immersion, un peu ethnologique aussi, à ma manière, même si c'est un peu sauvage. Mais l'idée, c'est de retranscrire aussi ce travail d'immersion. Et je vais vous dire une chose, sur tous mes travaux, j'ai toujours travaillé avec des chercheurs, et il y a l'idée aussi que les travaux de la recherche retrouvent des retranscriptions populaires, larges, qui soient diffusées à un large public. Parce que un des problèmes, à mon sens, de la recherche universitaire en France, et ce n'est pas de votre faute, c'est que malheureusement, les essais universitaires restent à l'état d'essais universitaires. Moi, je rêverais de pouvoir retranscrire de manière sensible, narrative, les thèses de doctorat. Pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles. Il y a des mines d'or qui restent à l'état de thèse, qui, dans le meilleur des cas, peuvent être publiées et qui vont être lues par 500 ou 1000 personnes. Et c'est dommage. C'est quoi le but de la recherche? C'est aussi de faire bouger les lignes. C'est de trouver... le but de la recherche, c'est de trouver, mais c'est aussi de faire bouger les lignes. On est d'accord? Il y a à Marseille un salon, alors ça a changé de nom, mais qui s'appelle le Salon des écritures alternatives. Pardon? Voilà, j'y avais participé à la première édition, et c'était le Salon des écritures alternatives en sciences sociales à l'époque. Très intéressant. Le podcast, la BD en font partie, le roman photo aujourd'hui, le documentaire filmé évidemment. Voilà. Non, je voulais juste confirmer, tu m'as pris comme lecteur, ouais, confirmer l'immersion. C'est vrai que, notamment dans Les Femmes du Lien, on est chez les gens. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est une grande réussite. Et il y a quand même l'effet photo. Fait plus réel encore. La photo fait plus réel. Disons que la photo aussi, c'est pas exactement la même fonction que le dessin. Vous avez des vrais gens en fait. Je dis la photo n'a pas la fonction du dessin aussi. Et quand vous êtes focus en fait sur des personnages, ils sont extrêmement incarnés. Et c'est ce qui va différencier mon travail d'un travail de recherche sociologique, par exemple, où vous anonymisez les enquêtés. Moi, j'assume le fait qu'il ne soit pas anonymisé. Et je ne reproche pas le fait qu'il soit anonymisé, hein, mais c'est un choix assumé. Le chien veut que je m'arrête de parler, je crois. Merci beaucoup Vincent, pour votre présence. Merci à vous aussi d'avoir été là pour écouter ce débat nourri. Merci Jean-Paul, merci Pascal qui n'est pas avec nous, merci à Julien, à la technique. Et merci à la Débauche Taproom et notamment à Mélanie, responsable de la Débauche, le lieu où on est ce soir, qui nous accueille. Merci beaucoup et bonne soirée.